Europe 1. Journal présenté par Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Un homme a donc avoué le meurtre et le viol de Vanessa. Le corps de cette collégienne de 14 ans a été découvert dans une maison abandonnée des environs de Tonneins, dans le Lot-et-Garonne. Cet intérimaire de 31 ans a été mis en examen et écroué à l'issue de son audition par le juge chargé de l'enquête. Il a préalablement reconnu les faits au cours de sa garde à vue. Un récit aussi glaçant que détaillé. Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 dans la région. L'homme de 31 ans, mis en examen hier après-midi et qui vient de passer sa première nuit en prison, a raconté durant sa garde à vue être resté une partie de la matinée de vendredi à Tonneins, fumant du cannabis dans sa voiture, pas loin du collège d'où est sortie Vanessa. C'est en voyant l'adolescente marcher sur le trottoir que le trentenaire dit avoir décidé de l'enlever. Après l'avoir forcé à entrer dans son véhicule, il a fini par se garer dans un endroit, à l'abri des regards. Là, il a violé la collégienne puis a étranglé cette jeune fille de 14 ans. Il a alors repris la route et à une quinzaine de kilomètres, s'est arrêté pour déposer le corps de sa victime dans cette maison abandonnée dans la campagne, à Birac-sur-Trek. Cet intérimaire, vivant en couple, a indiqué aux gendarmes durant son audition qu'il ne connaissait pas la fillette, qu'il n'avait pas effectué de repérage, mais la motivation de ses agissements était de nature sexuelle, souligne le communiqué du procureur d'Agen. Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 dans la région. Une marche blanche est prévue vendredi à Tonneins, la ville où résidait Vanessa. L'enquête sur l'assassinat de Samuel Paty, le parquet national antiterroriste rendra son réquisitoire dans les prochains jours. 14 personnes mises en examen dans cette affaire risquent la cour d'assises. Aujourd'hui en France, le Parisien révèle ce matin les craintes de l'enseignant dans les jours qui ont précédé son assassinat. Un homme seul et apeuré, témoignent certains de ses collègues. Tous les détails dans le journal de 8h. Pour l'heure, il est 7h02 sur Europe 1. On vous en parle depuis plusieurs semaines. Le risque de coupure d'électricité, on le pensait écarté. Vu la douceur des températures, cela pourrait finalement bien arriver. Et pas avant ni pendant les fêtes de Noël, mais juste après, c'est ce que révèle une note de RTE. Le gestionnaire du réseau estime qu'en l'état actuel des choses, les clignotants passeront au rouge vif dès janvier. La faute au redémarrage beaucoup trop lent des réacteurs nucléaires. Jusqu'à présent, le gouvernement écartait le scénario du blackout, mais Arthur Delaborde, il faut donc s'y préparer. Oui, jusqu'ici, le gouvernement temporisait en refusant de faire paniquer les Français, mais désormais la consigne est de communiquer pour faire prendre conscience que le risque de coupure d'électricité est réel, indique un poids lourd de la Macronie. On est tranquille jusqu'à Noël, mais la menace de blackout devrait probablement se matérialiser dès le mois de janvier, précise un conseiller de l'exécutif. Pour anticiper ce scénario décrit comme cauchemardesque par un membre du gouvernement, une cellule interministérielle de crise est installée depuis un mois au ministère de l'Intérieur. Objectif, évaluer les risques et les conséquences d'éventuelles coupures. La piste privilégiée, c'est celle du délestage tournant. Concrètement, l'électricité serait coupée pendant 2 heures dans certaines zones géographiques pour soulager le réseau. Ces coupures devraient être anticipées 3 jours avant grâce au système de prévision EcoWatt. De quoi donc limiter les désagréments. Toutefois, un ministre reconnaît que des pannes massives ne pourront être évitées si l'hiver est particulièrement rude. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Et dans cette crise, est-ce qu'on pourra compter sur nos voisins européens? Je pose la question à Nicolas Goldberg, expert en énergie, dans quelques minutes, juste après ce journal. Pour l'heure, le gouvernement présente également ce lundi sa réforme de l'assurance chômage. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, en dévoilera les détails aux partenaires sociaux. Si le montant et les conditions d'accès à l'assurance chômage ne changent pas, la durée d'indemnisation servira de variable d'ajustement. Elle pourra être réduite de plusieurs mois, entrée en application prévue le 1er février prochain. À droite, ce sera le seul débat pour les départager avant l'élection en décembre du nouveau président des Républicains. Éric Ciotti, Aurélien Pradier et Bruno Retailleau confronteront leur point de vue ce soir chez nos confrères de LCI. À 7h05 sur Europe 1, l'histoire du jour nous emmène en Ardèche. Il est question d'une Marseillaise chantée par une petite fille dont la famille était sous le coup d'une expulsion. La scène se passe à Privas en Ardèche. Nous sommes le 11 novembre, jour de commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale. Devant le monument aux morts, une petite Albanaise de 9 ans entonne la Marseillaise a cappella devant le préfet. Moment émouvant qui a peut-être décidé les autorités à faire un geste envers sa famille, par ailleurs très bien intégrée. Reportage Jean-Luc Boujon. Allons enfants de la patrie. Elle a chanté seule au micro devant des centaines de personnes. Henk Eleda, 9 ans, a vaincu sa peur pour chanter la Marseillaise. Je tremblais un peu. Il y avait les pompiers, la gendarme et j'avais un peu peur quoi. Beaucoup de gens sont venus me voir, ils ont dit t'as bien chanté. Et du coup moi je faisais que dire merci. Une interprétation qui a ému toute l'assistance, y compris le préfet de l'Ardèche, qui quelques jours plus tard a annoncé que la famille Biba allait être régularisée. Ces Albanais réfugiés en France depuis 4 ans faisaient pourtant l'objet d'une OQTF depuis juillet, mais depuis des mois, les habitants de la région se mobilisent
mobilise pour montrer l'exemplarité de cette famille, explique Michel Vallat, le maire de Privas. La Marseillaise était un moyen de faire entendre qu'il y a des familles et des enfants en mesure de s'intégrer parfaitement par l'intermédiaire d'un hymne national. Cette famille mérite vraiment que les parents travaillent. Le père est employé dans une entreprise de maçonnerie et la dame fait des ménages. Ce sont des gens qui ont une grande envie de s'intégrer. Leur régularisation devrait intervenir dans les jours qui viennent. Privas, Jean-Luc Boujon, Europe 1. L'actualité à l'étranger maintenant, elle nous emmène une fois de plus en Ukraine. Situation très inquiétante ce matin autour de la centrale nucléaire de Zaporijia. Qui que ce soit, arrêtez cette folie, ce sont les mots du patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique, alors que de nouvelles frappes ont visé la centrale. Une mission d'inspection pour évaluer les dégâts est en cours. Moscou et Kiev s'accusent mutuellement d'être à l'origine de ces bombardements. Et au-delà de la centrale de Zaporijia, cette guerre est entrée dans une nouvelle ère, celle des missiles, d'un côté comme de l'autre. Leur utilisation est une priorité, Nicolas Tonev. Oui, car ces détonations brutales, des avions c'est l'anti-aérien, dit l'homme, sont devenus des synonymes de maîtrise du théâtre d'opération d'un côté comme de l'autre. Si la Russie lance des vagues de missiles sur ses cibles, c'est qu'il s'agit de saturer les systèmes de défense, en gros en lancer suffisamment pour qu'un bon nombre arrive au but. Cette guerre des fusées est cyniquement très efficace dans le résultat, en termes de destruction au sol ou de défense aérienne, mais elle engendre aussi deux problématiques. D'abord les coûts, chaque tir revient très cher, le moindre engin de haute précision vaut au minimum plusieurs centaines de milliers d'euros, une salve russe de 100 missiles, c'est au minimum 50 millions d'euros volatilisés. Autre problématique, le réapprovisionnement. Plus un missile est technologique, plus il faut de temps pour le produire. Les Russes s'en sortent avec les stocks gigantesques hérités de l'Union soviétique. Les Ukrainiens pressent les Occidentaux de livrer, quitte à les contraindre à puiser dans des stocks qu'il faudra reconstituer ensuite. Nicolas Tonev, spécialiste de la Russie à Europe 1. Emmanuel Macron devrait s'entretenir avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. C'est ce que fait savoir l'entourage du chef de l'État sans donner davantage de précision. La Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, c'est dans Europe Matin. À la radio officielle de votre Coupe du Monde européen. Alors c'est fait, le mondial est lancé, mais le démarrage a été plutôt poussif, surtout pour l'équipe hôte, le Qatar. Un match d'ouverture hier après-midi pour les Qataris face à l'Équateur, défaite 2-0, mais au-delà du score, c'est le spectacle qui interroge pour la suite. Les supporters qataris ont tout simplement déserté les tribunes en seconde période. Récit de l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 au Qatar, Cyril de la Morinerie. Oui, au moment des hymnes, les Qataris entonnent avec fierté leur chant national. Au coup d'envoi, c'est festif, puis le Qatar encaisse un but, puis un deuxième, et là, c'en est trop. C'est le début d'une longue procession de Qataris vers la sortie. Les fans du petit Émirat quittent en effet leur siège, si bien qu'à la fin du match, le stade est pratiquement vide, l'ambiance étant assurée par le COP équatorien. Mais Smaïl, en tenue traditionnelle blanche, n'est pas étonné par l'attitude de ses compatriotes. Oui, ça renvoie une image négative de ne pas rester jusqu'au bout. Je pense qu'ils se sont ennuyés, ils ne croient pas en leur équipe. Claubert Yongpang, journaliste camerounais, a couvert 4 Coupes du Monde. Il n'avait jamais vu ça. C'était curieux, c'est regrettable, mais c'est la frustration qui a été au-dessus du fair play. À l'origine, le match d'ouverture devait être la très belle affiche Sénégal-Pays-Bas, mais le Qatar a insisté pour débuter sa Coupe du Monde. Résultat, un spectacle infamant et une image peu glorieuse de tribune vide. Ce matin, la FIFA qui avait cédé s'en mord sans doute les doigts. Cyril de la Morinerie, envoyé spécial d'Europe 1 au Qatar, l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 au Qatar. Voilà, et nous serons en direct de Doha tout à l'heure à 8h30 pour votre journal de la Coupe du Monde. C'est tous les jours sur Europe 1 jusqu'au 19 décembre, 7 jours sur 7, avec en l'occurrence notre consultante de choc Wendy Renard tout à l'heure à 8h30. Dans un instant, merci Christophe Lamar.